Bonjour et bienvenue au deuxième webinaire de l'AQA, l'Association québécoise des allergies alimentaires. Je m'appelle Abigail Brodovitch, je serai l'animatrice aujourd'hui pour le webinaire. Je suis nutritionniste ici à l'AQAA et avec plaisir aujourd'hui je vais vous présenter attendez juste une minute parce que je me vois en mode écran et je ne vois plus mes acétates. Alors voilà, on va commencer. Donc le titre de ma présentation aujourd'hui, c'est les allergies alimentaires chez le nouveau-né, de la grossesse à l'introduction des solides. Donc c'est un sujet assez vaste. J'ai essayé de condenser tout ça dans une petite heure ce midi. Je pense que parmi vous, nous avons des mamans en congé de maternité, peut-être des mamans qui sont en attente d'un nouveau bébé, des nutritionnistes, plein de gens de toute disciplinarité. Donc, on va commencer avec les objectifs de la formation, qui sont, excusez-moi, pardon, on va juste donc voilà, alors on démarre. C'est toujours un petit peu difficile au début avec la technologie pour moi. Les objectifs aujourd'hui. Donc premièrement, ce sera de découvrir la nouvelle section de l'AQAA qui est dédiée aux nouveau-nés. Nous sommes très fiers de cette section qui est en ligne depuis une semaine. Une mine d'informations pour vous. Je vous invite à venir voir tous les articles, toutes les informations sont là. Et en fait, ça fait vraiment le résumé de la présentation aujourd'hui. Donc, si vous manquez quelque chose, c'est trop rapide, allez vers notre site, vous allez trouver tout est là. On va donc élaborer sur le sujet de l'allergie alimentaire chez le nourrisson. On va regarder quelques définitions de base. Pour moi, ça m'aide toujours à me situer, de savoir un peu de quoi on parle, point de vue définition. On va regarder un peu la clientèle à risque. Qui est à risque d'avoir des allergies alimentaires? Est-ce que c'est possible de savoir à l'avance? On va regarder des stratégies de prévention à 3 étages de la vie d'un bébé. Pendant la grossesse, donc quand le bébé est dans le ventre de sa maman, pendant l'allaitement ou la période où le bébé commence à boire et l'introduction des solides. Donc, c'est les 3 phases majeures qu'on va réviser aujourd'hui. On va effectuer une prise en charge des allergies alimentaires de votre tout petit. Donc, votre bébé, possiblement maintenant même déjà, a été diagnostiqué. Vous vivez cette réalité. On va regarder la diète d'éviction pendant l'allaitement. On va voir qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qui est recommandé, etc. Et on va regarder aussi si dans l'éventualité vous ne pouvez pas allaiter ou vous avez choisi de ne pas allaiter, on va regarder les préparations pour nourrissons hypoallergènes. Quelles sont les options pour vous de ce point de vue-là? On va finalement préparer le rendez-vous médical avec les outils de l'AQAA. Encore une fois, tous les outils sont disponibles en ligne sur le site des nouveau-nés. Et à la fin, on aura une période de questions. J'ai essayé aussi de prendre quelques-unes, envoyer des questions à l'avance que j'ai intégrées dans la présentation. Alors, on peut répondre à fur et à mesure qu'on avance. J'ai une modératrice aujourd'hui avec moi qui sera là à la fin pour m'aider avec les questions qui viendront interactivement via le clavardel. Alors, tout d'abord, je vous félicite pour celles qui sont là avec votre nouveau bébé. C'est une phase de vie très difficile pour toute la famille. C'est un grand changement et c'est stressant, beaucoup d'anxiété, beaucoup de questions, surtout par rapport à la santé de l'enfant. C'est toujours notre préoccupation primaire. C'est sûr qu'au début, c'est encore plus stressant, mais avec le temps, des fois, ça s'arrange. Je vis la réalité d'avoir un bébé moi-même et bon, c'est un peu mieux, mais c'est sûr qu'au début, c'est difficile. Mais je vous félicite et merci de vous joindre à moi aujourd'hui. On va commencer, comme j'ai dit, avec une définition. Vous allez sûrement entendre le mot atopie qui rôde un peu partout quand on parle d'allergie alimentaire. Qu'est-ce que c'est que l'atopie? C'est une prédisposition génétique à la manifestation d'allergie. Ça pourrait être dermatite atopique, d'eczéma, d'asthme et de rhinite allergique. Donc, moi, je vois ça et pourquoi j'ai mis cette photo, on voit ça comme un terrain particulier qui favorise le développement des allergies chez un individu. On parle donc d'une certaine susceptibilité, on pourrait même dire un paysage physiologique
qui favorisent des manifestations variées d'allergie. Si je prends moi-même, par exemple, là, j'ai plus d'allergie alimentaire, j'en ai jamais eu, mais j'ai vécu de l'asthme, j'ai vécu avec des rhumes de foin, j'ai beaucoup eu de problèmes d'eczéma pendant mon enfance. Donc, on dirait que ça, c'était mon paysage atopique, c'est mon terrain atopique à moi. Si on regarde l'allergie alimentaire, qu'est-ce que c'est? En une phrase, c'est une réaction excessive de notre corps en présence d'une protéine qui est inoffensive pour la majorité des personnes. Pour donner l'exemple, je vous montre devant vous, vous allez voir la protéine qui se trouve dans une arachide, c'est une des protéines, et effectivement, c'est une protéine, c'est une molécule, elle est complexe, etc. Pour la plupart parmi nous, aucun effet quand on la mange, on la trouve très bonne, mais pour certaines personnes, quasiment 2% de la population, il y a une réaction très exagérée quand cette protéine entre en contact avec le corps. C'est bien plus compliqué que ça, c'est sûr, mais c'est tout un domaine. Alors, on va passer par une classification. Je vais vous donner deux classifications, trois même, ici que vous allez voir. Classification d'allergies alimentaires, parce que en fait les allergies alimentaires ça peut varier beaucoup. C'est en général divisé, on va dire, en deux parties. Juste une petite mention, je pense que je vous ai dit au tout début, je suis nutritionniste et non allergologue, donc je vais vous donner quand même les grandes lignes ici. Pour tout ce qui est plus approfondi au niveau des anticorps, etc., c'est vraiment plus le domaine de l'allergologue. Mais pour un peu simplifier la chose, je vais vous donner l'allergie IgE médiée, qui est souvent appelée l'allergie type 1, qui est une allergie immédiate et qui inclut aussi le syndrome pollen-aliment, qui est aussi appelé le syndrome d'allergie orale. On ne va pas en parler aujourd'hui. Il y a aussi les allergies non IgE dépendantes qui pourraient s'appeler aussi type 4. Et là, on va voir plus une hypersensibilité digestive. Donc, chez le nourrisson, on va beaucoup voir ce genre d'allergie soi-disant non IgE dépendante. On pourrait voir un syndrome qui s'appelle le syndrome d'entérocolique induit par les protéines alimentaires, ou FPIES, qui est l'acronyme anglais. La maladie cœliaque tomberait dans cette catégorie, la proctocolite allergique aussi. Et dans certains cas, on pourrait voir aussi les deux ensemble, donc l'esophagite éosinophilique et la gastrite et gastro-entérocolite éosinophilique. Ils ne nous donnent pas des mots faciles du tout, mais voilà. Alors ça, c'est on va dire, trois catégories générales. L'allergie IgE médiée de type 1, on va appeler ça l'allergie alimentaire classique. Pourquoi classique? Parce que c'est l'allergie où le corps répond immédiatement. La réaction est déclenchée quelques minutes à plus ou moins 2 heures suivant le contact avec l'aliment. Cette sorte de réaction met en cause des anticorps spécifiques qui s'appellent des IgE. Alors, on va voir très rapidement les symptômes dès l'ingestion de l'aliment. Et c'est avec ces allergies IgE médiées qu'il va avoir une évolution imprévisible qui pourrait mener à l'anaphylaxie. L'anaphylaxie, on parle donc d'une allergie alimentaire, d'une réaction sévère, la plus sévère, qui peut malheureusement mener au décès. Ça n'arrive pas souvent, mais quand on entend parler des allergies alimentaires, des grosses réactions anaphylactiques, on parle donc des allergies IgE médiées. Passons alors à l'allergie non IgE médiée. Qu'est-ce que c'est? C'est une allergie alimentaire qui serait retardée. Donc, les réactions n'entraînent pas de réaction anaphylactique déjà. Donc, c'est important à noter que c'est très différent dans ce sens-là, que ça met en cause des cellules spécifiques du système immunitaire qui s'appellent des cellules T. Donc, oui, le système immunitaire est impliqué, mais pas de la même façon. Et ce sont des symptômes inflammatoires qui apparaissent quelques heures jusqu'à 72 heures suivant le contact avec l'allergène. Donc, cette catégorie englobe tous les types de réactions d'hypersensibilité à des aliments qui sollicitent le système immunitaire, mais dans lequel les anticorps, soi-disant IgE, ne jouent aucun rôle. Donc, pour un peu
conclure tout ça, on va regarder les deux colonnes. Devant vous, vous voyez à gauche l'allergie alimentaire de type non IgE médié, à droite l'allergie alimentaire de type IgE médié. Vous voyez en rouge que ça met en cause, oui, le système immunitaire, mais les grandes différences sont notées ici. À gauche, on va voir que l'intensité de la réaction habituellement est proportionnelle à la quantité d'aliments ingérés, que l'apparition est plus lente des symptômes, que les réactions peuvent être modérées jusqu'à sévères. Donc, il y a une gamme possible de réactions selon l'individu. On va voir les tests cutanés négatifs. Donc, c'est-à-dire si le patient va voir un médecin qui ferait ce qu'on appelle des tests cutanés, ils ne reviendront pas positifs parce qu'il y a une absence d'IgE, d'anticorps spécifiques pour l'aliment en cause. On va voir vraiment le système digestif qui sera affecté, des vomissements, des variations de la fréquence des selles, des douleurs abdominales, des tortillements beaucoup chez le bébé, du mucus ou du sang dans les selles. Le sang dans les selles est un peu le symptôme classique, on va dire, de l'allergie non IgE médiée. Si on passe de l'autre côté à l'allergie alimentaire de type IgE médié, encore une fois, on va voir une réaction qui est déclenchée immédiatement et par une infime quantité. Donc, une trace pourrait être suffisante pour causer une réaction ou un simple contact avec l'aliment, par exemple, qui rentre dans une plaie dans la peau. On va voir une apparition rapide des symptômes, souvent en quelques minutes. Ce genre de réaction peut provoquer des réactions très sévères qui peuvent mettre la vie en danger. Et si un test cutané est effectué, on va voir la présence d'IgE spécifique. Donc, on pourrait voir une réponse positive. Les signes et les symptômes varient aussi et touchent beaucoup de systèmes plutôt que le système juste digestif. Oui, le système digestif est impliqué, mais on verra aussi le système respiratoire, cardiovasculaire, cutané. Bon, alors quels sont les facteurs de risque? Est-ce que je suis à risque d'avoir des allergies? Comment est-ce que je le sais? Un enfant est considéré à haut risque lorsqu'il naît dans une famille où il y a une maladie allergique associée aux anticorps IgE sous l'une de ses formes. Donc la famille immédiate comprend au moins un parent, un frère ou une sœur allergique. On ne parle pas donc de cousins, ni de tantes, ni d'oncles. C'est vraiment le parent, la mère, le père, le frère ou la sœur. Donc la famille vraiment proche. Et on sait que la prévalence des allergies chez les enfants se situe autour de 6%. Donc, effectivement, les allergies, on les voit plus souvent chez l'enfant. Donc, c'est un facteur de risque. Important à noter qu'un enfant pourrait manifester la même allergie que son parent, son frère ou sa sœur, mais il est aussi possible que sa condition se manifeste de façon complètement différente. Donc, si vous êtes une personne avec une allergie aux noix, par exemple, une maman, un papa et votre enfant, oui, il sera à risque. Est-ce qu'il est à risque d'être allergique aux arachides? Pas nécessairement. Il pourrait l'être, mais pas nécessairement. Donc, on va voir une augmentation de risque, mais ça ne veut pas dire qu'on peut prévoir quelle sera son allergie à cet enfant. Passons maintenant à la prévention des allergies alimentaires. Est-ce qu'il est possible de prévenir les allergies alimentaires? Est-ce qu'il y a quelque chose à faire, quelque chose à manger, un médicament à prendre? Quelles sont les grandes lignes par rapport à la prévention? Qu'est-ce qu'on doit faire? Quel est le message qui est circulé en ce moment parmi les professionnels de la santé? Commençons avec la grossesse. S'il y en a parmi vous qui sont enceintes, soyez rassurés que vous pouvez manger ce que vous voulez, sauf les choses, si vous êtes allergique à quelque chose, bien sûr, on ne va pas manger ces choses-là. Mais pour l'enfant à naître, aucune restriction alimentaire n'est prescrite pendant la grossesse. C'est-à-dire que si vous êtes une personne qui vit avec des allergies alimentaires, vous n'allez pas offrir d'avantage à votre bébé en évitant, par exemple, le lait ou les arachides. Donc, on va rester avec une acétate là-dessus. Il semblerait que la ligne directrice est assez claire pour cela. Il ne faut rien restreindre pendant la grossesse. Alors, passons à l'allaitement. Maintenant, le bébé est avec vous, il est dans vos bras.
vous l'allaitez, le lait maternel, c'est une recette gagnante. Alors là, je vous ai donné une liste de bienfaits du lait maternel. Je peux confirmer avec confiance que cette liste, elle n'est pas assez longue. Le lait maternel, c'est vraiment de l'or liquide. Il y a des effets incroyables. Mais pour vous en donner quelques-uns, les protéines présentes dans le lait maternel sont faciles à digérer pour le bébé. Le lait maternel contient des acides gras tels que l'ADH, qui est un acide gras oméga 3, et l'ARA, qui est un acide gras oméga 6. Et ces acides gras-là vont favoriser la croissance du cerveau, des yeux et des nerfs du bébé, et bien particulièrement chez les enfants de moins de 2 ans. Le lait maternel aussi contient du cholestérol qui rendrait l'enfant plus apte à régulariser son taux de cholestérol à l'âge adulte. Donc, les bienfaits du lait maternel se répandent pendant la vie. Il y a une quantité abondante de lactose qui facilite l'absorption du calcium présent dans le lait maternel. Et juste une petite parenthèse là sur le lactose, on entend beaucoup de confusion pour ce qui est l'intolérance au lactose et l'allergie au lait. Pour que vous sachiez, vu que le lait maternel est très très riche en lactose, les êtres humains sont faits pour pouvoir digérer ce lactose. Il est très rare qu'un bébé ne puisse pas digérer le lactose. Donc s'il fait une intolérance, ce serait plutôt à la protéine présente dans le lait, et on va en parler un peu plus tard de ça. Des fois, suite à une gastro ou à une maladie, oui, le bébé pourrait avoir un peu de mal à digérer le lactose, mais a priori, c'est très, très, très rare qu'un bébé ne puisse pas digérer du lactose. Le lait maternel contient du fer et du zinc facilement et efficacement absorbés, des minéraux en quantité suffisante, dont le sodium, le potassium, qui sont fournis en doses respectant l'immaturité du système rénal des tout-petits, et bien sûr suffisamment d'eau pour hydrater votre bébé. Alors là, on entre dans la période où il fait chaud. Si vous avez un nouveau-né avec vous, soyez rassurés que votre lait contient beaucoup d'eau et suffisamment pour hydrater votre bébé. Donc, vous ne devez pas recourir au biberon d'eau ou aux tasses d'eau pour combler ses besoins liquides. Et bien sûr, toute une gamme de vitamines. Donc, effectivement, le côté cognitif, il y a aussi le côté immunitaire. Donc, le lait maternel va aider avec tout le côté immunitaire de votre enfant, même, comme on va voir bientôt, la prévention de l'allergie alimentaire. Donc, qu'est-ce qui est suggéré pour l'allaitement? Actuellement, au Canada, l'allaitement exclusif est encore suggéré pendant les 6 premiers mois de vie du nourrisson. Quand on dit allaitement exclusif, ce qu'on veut dire, c'est que le bébé va vraiment juste boire le lait maternel, rien d'autre. Il est démontré que l'allaitement exclusif, j'allais dire exécutif, l'allaitement exclusif pendant les 4 premiers mois de vie a des effets bénéfiques sur la prévention des allergies. Donc là, ça devient intéressant. On va voir que si vous êtes capable d'allaiter exclusivement au moins pendant ces 4 premiers mois, aucune autre lait, soit préparation pour nourrisson ou d'eau, etc., qu'il y aurait des effets bénéfiques sur la prévention des allergies. Qu'est-ce qu'on fait à titre préventif si on est maman qui allaite? Actuellement, on dit qu'il ne serait pas nécessaire de modifier la diète de la mère qui allaite. Donc, pour empêcher ou prévenir l'allergie alimentaire chez votre bébé, il n'est pas recommandé de modifier votre diète. Donc, ça peut être un peu difficile à croire, mais on va parler un peu plus de quand et comment et pourquoi on modifie la diète de la mère. Mais pour me répéter, vraiment, si vous allaitez et que le bébé va bien, même si vous avez un risque d'allergie, il n'est pas suggéré de changer ni de modifier votre diète. Donc, en gros, nourrissez-vous et nourrissez-vous bien. Un petit mot de votre nutritionniste ici aujourd'hui, de moi-même. Quand vous allaitez, vous avez quand même des besoins énergétiques plus élevés que d'habitude. Il ressemble un peu à la grossesse. Vous avez besoin de presque 450 calories de plus par jour. Alors, ne vous privez pas si tout va bien. Mangez ce qu'il vous faut et prenez bien soin de vous. Alors, passons maintenant à l'introduction des solides. La nouvelle ligne directrice n'est pas de donner en premier temps des gaufres, du bacon, une banane et des toasts à votre enfant, mais on va vous dire que
quand on introduit les solides vers 6 mois, ce qui est recommandé, et cela peut varier selon l'enfant. Il n'est pas recommandé, par contre, d'introduire avant 4 mois. Donc, on va dire entre 4 et 6 mois, selon les capacités de votre bébé. On va dire quand même qu'il n'y a aucun avantage à retarder l'introduction d'aliments considérés allergènes prioritaires. Donc ça, je pense que beaucoup de questions me sont venues avant le webinaire à ce sujet-là. Depuis 2008, les nutritionnistes, l'Association américaine de pédiatrie ainsi que la Société canadienne de pédiatrie ont ce message-là. On ne propose pas d'attendre, mais c'est confusant, c'est mêlant parce que pendant très longtemps, on disait « Ah, si votre enfant est à risque, il vaut mieux éviter tout ça ». Et d'ailleurs, vous auriez pu même attendre jusqu'à 3 ans, par exemple, avant d'introduire des arachides. Écoutez, tout cela a changé en 2008, à peu près, un peu après. Depuis ce temps-là, on dit « Ok, on va introduire à 6 mois et on va introduire petit à petit toutes les choses, même si ce sont des aliments qui pourraient être des déclencheurs d'allergie alimentaire. » Pour le moment, donc, la ligne directrice la plus... en fait, je vais dire, ce qu'on dit vraiment, c'est qu'il faut introduire un aliment riche en fer vers 6 mois. Généralement, on va commencer avec des céréales fortifiées en fer parce que c'est un peu plus facile, mais il n'y a aucune raison pourquoi on ne peut pas donner de la viande, par exemple, ou des lentilles. Et quand vous êtes rendu à l'étape où vous aimeriez essayer des arachides, c'est sûr que c'est pas nécessairement l'aliment le plus pratique pour un bébé de 6 mois, ça colle dans la gorge, etc. Mais théoriquement, c'est OK de lui donner des arachides. On conseille quand même d'introduire un nouvel aliment tous les 3 jours pour pouvoir observer les réactions de l'enfant. C'est sûr qu'avec le temps et avec votre niveau de confiance, vous pouvez réduire ce nombre de jours si tout va bien. Mais ça vous permet de voir, de dire, OK, il n'a jamais mangé ça, donc puisqu'il y a une réaction, probablement processus d'élimination, ça doit être ça. Et un autre petit conseil, c'est que quand même le lait de vache n'est pas conseillé avant 9 mois. Alors, j'ai pensé mettre ici une question d'une de nos participantes qui me demande: beaucoup de gens semblent penser qu'introduire les aliments allergènes plus tôt diminue le risque d'allergie alimentaire. Est-ce fondé? Alors, comme je vous disais, on disait oui, allez-y. À quel point est-ce que c'était fondé? On pensait, ok, ça semble logique de ne pas attendre jusqu'à 3 ans. Depuis le mois de février, une étude qui est sortie nous dit que on est vraiment sur la bonne voie. C'est l'étude qui s'appelle LEAP. C'est une étude qui était basée en Royaume-Uni. Et pour un peu vous donner en une phrase, les essais cliniques de cette étude démontrent que l'introduction des arachides, donc l'étude était vraiment pour les arachides, l'introduction très tôt dans la vie des tout-petits réduirait fortement leurs chances de développer une allergie à cet aliment. Alors, je ne vais pas trop parler là-dessus. Il y a un excellent article sur le site de l'AQAA, de l'Association québécoise des allergies alimentaires, qui vous donnera plus de détails sur cette étude. Mais en gros, les chercheurs se sont dit pourquoi dans les communautés israéliennes en Israël, où les enfants sont donnés très tôt dans la vie un biscuit qui contient de la farine d'arachide, il y a beaucoup moins d'allergies à l'arachide. Tandis qu'au Royaume-Uni, les mêmes communautés, c'est une communauté juive qui attendent en fait avant de donner des arachides, on voit une augmentation. Donc, ils ont fait des recherches et effectivement, ils ont vu avec une étude de très très bonne qualité que même chez l'enfant à risque de développer une allergie, en lui donnant tôt, la chance de développer l'allergie était beaucoup réduite. Donc, je vous invite à consulter l'article sur notre site web. Et juste, si vous n'arrivez pas à le trouver, regardez sur Twitter, on va afficher tout ça pour vous, comme ça vous allez le trouver plus facilement. Alors, parlons un petit peu des préparations commerciales pour nourrissons. Donc, c'est pas tout le monde qui peut allaiter, il y a des problèmes, il y a des choix qui sont faits. Qu'est-ce qu'on fait pour prévenir des allergies alimentaires quand notre bébé n'est pas allaité?
Est-ce qu'il y a des préparations qui pourraient retarder ou prévenir même les allergies? Alors, on va voir des préparations qui sont dites hypoallergéniques, peuvent réduire possiblement, entre autres, le risque de développer de l'eczéma, de l'asthme et des allergies alimentaires par rapport aux préparations ordinaires à base de lait. Je vais vous dire tout de suite que ça mérite vraiment une conversation avec votre allergologue ou votre médecin de famille parce que c'est quand même un endroit un peu flou. Vous n'allez pas nécessairement trouver les mêmes réponses. Pas tous les médecins sont d'accord si d'emblée il faut prescrire certaines préparations chez le bébé à risque. Donc c'est une petite mise en garde que je vous donne les informations telles qu'on les a, mais ça c'est vraiment un genre de choses qui pourrait évoluer vraiment selon le professionnel de la santé. Mais pour vous donner un peu l'idée, qu'est-ce qui existe? On a sur la colonne de gauche le type de préparation et puis sur la colonne de droite, est-ce que ces préparations, une par une, auraient éventuellement un effet préventif? On va commencer avec les préparations commerciales qui sont considérées fortement hydrolysées. Il y a certaines études qui démontrent un potentiel préventif où il y a une réduction des cas d'eczéma et d'allergie au lait quand la formule ou la préparation est donnée avant 6 mois. Et ça pourrait être en même temps que l'allaitement. Ensuite, il y a des préparations commerciales qui sont partiellement hydrolysées à base de lactosérum, qui auraient elles aussi le potentiel préventif, une possibilité de réduction des cas d'eczéma et d'allergie au lait. Ensuite, sur le marché, vous allez voir des préparations commerciales à base d'acides aminés. Celles-là, elles sont utilisées vraiment pour le traitement et non à titre préventif. Les préparations à base de soya ne sont pas utilisées ni recommandées à titre préventif. Et les préparations commerciales ordinaires ne sont pas non plus utilisées à titre préventif. Alors, le diagnostic a été fait où vous êtes dans une situation où la prise en charge et le traitement des allergies alimentaires doit se faire. Retournons sur l'allaitement. Parce qu'on a parlé tantôt de diète de restriction pour prévenir, et puis on s'est dit que non, il n'y a pas de diète de restriction pour prévenir. Par contre, il est vrai que les protéines consommées par la mère peuvent passer dans son lait. Alors, si la mère consomme par exemple du yogourt, du fromage, du lait de vache, la protéine présente dans ces aliments va passer dans son lait. Quand le bébé boit son lait, il y a la possibilité de réaction. Et lorsque la réaction aux protéines dans ce lait maternel est soupçonnée, il est vraiment important à ce point-là d'évaluer la situation avec un professionnel de la santé et à ce moment-là, modifier au besoin la diète de la mère. Mais avant de passer à la diète de restriction, c'est pour ça que je vous dis c'est important d'avoir un soutien professionnel avec vous parce qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent causer la réaction chez le bébé. Alors, par exemple, si vous allaitez, il y a beaucoup de comportements du bébé au sein qui peuvent affecter sa digestion. S'il boit pas assez longtemps sur le sein, s'il est passé d'un sein à l'autre, il pourrait avoir des gaz, des selles vertes, des choses très bizarres, mais pas nécessairement une allergie. Donc, c'est pour ça que c'est vraiment important de trouver un professionnel qui assurera un suivi, qui pourra fournir du soutien de façon systématique. L'autre chose, c'est que quand même l'importance d'une alimentation saine chez la maman, c'est vraiment très important. C'est fatigant, vous êtes fatigué, vous avez des besoins élevés. Il faut vraiment s'assurer que vos besoins sont comblés. Et c'est donc important d'éviter de restreindre des aliments inutilement. On veut vraiment maintenir une diète qui favorise la santé optimale de maman parce que c'est un sacré travail et un apport adéquat en nutriments. Encore une fois, si vous allez sur le site du nouveau-né, vous allez voir beaucoup d'informations sur les besoins nutritifs de la maman qui allait et des options si éventuellement vous ne pouvez effectivement pas consommer par exemple le lait de vache. Retournons un petit peu aux symptômes. On avait plusieurs questions sur les symptômes. Donc, les symptômes d'allergie alimentaire les plus courants chez le nouveau-né, on va voir les pleurs excessifs, des vomissements en jet, du mucus ou du sang dans les selles, des difficultés répétées à boire, un inconfort constant.
D'autres symptômes, ça pourrait être des diarrhées à répétition, de la constipation tenace. Donc, on a quand même les deux bouts de la gamme là. Des selles noires, des problèmes cutanés comme l'eczéma, l'urticaire, l'apparition de plaques rouges enflées, de l'asthme, de la difficulté à respirer, de l'enflure dans les lèvres, de la langue, de la gorge. Quand on est dans des cas très extrêmes, on pourrait voir un gain de poids insuffisant si le bébé juste n'est pas capable de boire, de l'anémie, de la difficulté à dormir, irritabilité et généralement un changement très rapide de son état. Encore une fois, le bébé, c'est pas toujours facile à comprendre ce qu'il veut. Les bébés sont tous différents. Un pourrait être autant calme que l'autre pourrait être jamais heureux. Et ces symptômes peuvent se produire quand même chez tous les enfants, chez tous les bébés. Donc, c'est important de noter que chez les enfants allergiques, on va remarquer quand même une persistance. Et c'est là quand même, on va dire, OK, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, que faire en allaitant quand l'allergie est confirmée? Effectivement, certaines restrictions et certaines modifications pourraient s'imposer. En général, ce qu'on dit, c'est de retirer tout aliment de la diète de la mère causant une réaction allergique chez l'enfant, et souvent c'est même sous forme de traces. Encore une fois, ça peut dépendre. Chez certains bébés, la réponse est très favorable quand ce qu'on appelle les grandes sources sont enlevées. Si on prend encore une fois l'allergie au lait, maman retire le lait, le yogourt, la crème glacée, le beurre. On va appeler ça les grandes sources. Bébé va mieux. Mais chez certaines mamans, c'est pas suffisant. Il faut vraiment lire les étiquettes et aller plus loin et enlever toute trace de produits laitiers. Là, encore une fois, c'est vraiment pratique d'avoir, ou c'est aidant d'avoir une nutritionniste qui peut vous aider à connaître les étiquettes, comment lire, comment repérer s'il y a du lait dans l'aliment que vous aimeriez manger. Alors, encore un fait très intéressant pour ce qui est de l'allaitement, c'est vraiment un peu magique tout ça. Toutes les femmes n'excrètent pas les protéines de la même façon. Donc, autant que une personne peut excréter des protéines, l'autre maman pourrait les excréter différemment. Donc, si le bébé ne présente aucun symptôme, la mère pourra continuer à consommer l'aliment en question. Donc, on va vraiment avec les symptômes. Encore une fois, pour revenir à l'acétate précédente, c'est pour éviter de restreindre inutilement quand c'est pas nécessaire. Alors, on revient aux préparations commerciales. Quelles sont les options de traitement si l'allergie est confirmée? On a des préparations commerciales qui sont fortement hydrolysées. Je vais vous donner les noms qui existent sur le marché. Il y a le Nutramigène A+, le Prégestimil A+, et l'Alimentum. Ce que ça veut dire, c'est que la protéine a été modifiée. Elle est différente et le corps, normalement, ne réagit pas. Il y a ensuite des préparations à base d'acides aminés. Et ça, c'est vraiment pour les cas plus sévères. Il y a certains cas où les enfants ne tolèrent même pas les préparations fortement hydrolysées. On va passer à une préparation à base d'acides aminés, dont le Puramino A+, et le Neocate. Les laits d'autres animaux. Souvent, on se dit, bon, mais si je suis allergique au lait de vache, est-ce que je peux boire du lait de chèvre ou de brebis ou même de jument? La réponse est non, ce n'est vraiment pas recommandé. Pourquoi? Parce que les protéines sont très similaires aux protéines présentes dans le lait de vache. Donc, la chance d'avoir une réaction est très, très, très élevée. Les préparations commerciales ordinaires sont à base de lait, donc elles ne sont pas recommandées. Et pour les préparations commerciales au soya, celles-ci sont une option. Il faut noter par contre que souvent le soya, l'allergie ou l'hypersensibilité au lait de vache, c'est souvent, on va voir une allergie et une hypersensibilité au soya. Donc, si ça a été démontré que l'enfant tolère le soya, ça c'est absolument une option qui pourrait être recommandée. La bonne nouvelle, dans certains cas, l'enfant pourra surmonter son allergie, parfois dès l'âge de 1 ou 2 ans, surtout dans l'allergie non IgE médiée. Généralement, ça va se résoudre avec le temps.
Et environ 75% des allergies au lait, aux œufs, au soya et au blé se résorbent avant l'âge de 8 ans. Donc, c'est quand même une bonne nouvelle. On peut espérer qu'avec le temps, ces allergies-là vont passer. Par contre, l'allergie aux arachides, aux noix, aux fruits de mer ont tendance à persévérer et rester à long terme. Alors, pour le premier rendez-vous pédiatrique, là, on va vous parler un peu des outils qui sont disponibles maintenant sur le site web de la QAA. Si vous êtes nutritionniste dans le public avec nous, infirmière, je pense que vous allez trouver ça quand même pratique parce que c'est sûr que ça nous aide beaucoup quand nos patients viennent avec le maximum d'informations. Ça nous permet vraiment de réagir plus efficacement. Mais quand vous préparez votre premier rendez-vous, bien sûr, la carte d'assurance maladie, le carnet de vaccination. Pourquoi c'est important? Pour nous, ça nous permet de voir la croissance de l'enfant. Alors, si à chaque rendez-vous, on a accès à ce carnet, on peut voir, le bébé, il prend pas son poids comme il faut, peut-être qu'il y a quelque chose à évaluer dans tout ça. La liste des médicaments pris par votre bébé. Écrivez aussi vos questions à poser au médecin. C'est vraiment très utile. Pourquoi? Parce que les rendez-vous ne sont pas assez longs, jamais assez longs, et on a toujours beaucoup de questions. Alors, il vaut mieux l'écrire. Comme ça, vous avez devant toi vos préoccupations et vous pouvez lui en parler sans quitter le cabinet en disant « Zut, j'ai oublié, mince, ce sera dans 6 mois ». Et n'hésitez pas non plus d'écrire vos observations. C'est très utile, très, très pratique. Juste un petit mot entre parenthèses, là aussi, pour l'allergie alimentaire, oui, il y a des tests, mais souvent, ce qui est vraiment le plus important, c'est l'historique de l'enfant. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand est-ce que ça s'est passé? Où est-ce que vous avez observé ces symptômes, etc. Donc, ne banalisez pas l'importance de vos observations. Vous connaissez votre enfant mieux que tout le monde et c'est ces observations-là qui vont aider le médecin, la nutritionniste à mieux comprendre votre cas et à mieux le gérer. Le premier rendez-vous chez l'allergologue, l'aide-mémoire est l'autre outil. Alors, c'est long attendre l'allergologue. Finalement, vous êtes rendu là et j'aimerais vous montrer là un aide-mémoire qui est sur Internet, sur notre site web. Je vais juste prendre une seconde pour quitter la présentation PowerPoint. Je fais ça pour la première fois, alors patientez avec moi. Mais je pense que c'est un outil vraiment, vraiment très aidant. Alors là, je vais passer sur le site web de la QAA et vous allez voir devant vous, ici, les instructions pour la consultation en allergie. Alors, encore une fois, super utile, beaucoup d'informations. On va le reposter sur Twitter. Si vous n'arrivez pas à le trouver, ce sera là. Et l'autre outil qui vous serait très utile, que vous allez trouver sur le site des nouveau-nés, ici, c'est le journal des bons repas. Alors là aussi, vous pouvez les imprimer, vous pouvez vous en servir pour écrire quand vous êtes rendu, par exemple, à l'introduction des solides, vous allez voir devant vous les aliments consommés, l'heure du repas, est-ce que c'est un nouvel aliment, quelles sont les réactions allergiques ou observées. Tout ça, c'est vraiment très utile. Il y a quelque chose qui ressemble beaucoup à ça, qui est le journal des bonnes tétées. Alors là aussi, ça vous permet d'écrire ce que vous avez mangé, puis peut-être de voir éventuellement s'il n'y aurait pas un lien. Donc là, je vais repasser à ma présentation. Et on va se remettre en mode présentation. Oups. Voilà. Et on passe à la question d'une de nos participantes. Quels sont les premiers signes de l'allergie? Donc, on a déjà révisé un peu les symptômes et les premiers signes. Chez un tout nouveau bébé, ça pourrait commencer avec du reflux. On voit beaucoup le sang dans les selles. C'est quand même un signe assez flagrant. Mais des fois, c'est pas spécifique. Alors, c'est difficile à savoir, mais ça peut changer beaucoup et beaucoup varier d'un bébé à l'autre. Mais j'espère que lors de la présentation, cette question, vous avez eu la réponse que vous cherchiez.
Dans le cas de cette participante, on voit que le grand frère est allergique au lait et aux arachides et n'a pas été allaité. Donc, c'est effectivement le nouveau bébé qui s'en vient dans la mix, qui arrive parmi cette famille qui, comme on sait, est probablement un peu plus à risque à cause de son frère. Nouveau bébé est exclusivement allaité et maman décide de ne pas manger de produits laitiers. Donc, encore une fois, je vais vous poser la question, si vous ne mangez pas de produits laitiers pour le choix personnel que vous avez fait, c'est à votre discrétion. Si vous avez choisi de ne pas manger des produits laitiers parce que vous êtes inquiète que le nouveau bébé sera allergique à cause de son frère, a priori, vous ne devez pas enlever les produits laitiers d'emblée. Vous pouvez essayer, voir s'il y a quelque chose qui change. Et la prochaine question, dans cette même question, est-ce que le reflux peut être un signe? Oui, le reflux peut être un signe. Donc, c'est à surveiller, c'est sûr. Si votre bébé est très agité quand il boit, on peut regarder déjà toutes les façons d'allaiter. Est-ce que vous pouvez essayer de faire du pot à pot? Vous pouvez essayer quelques stratégies avec une marraine d'allaitement ou avec une consultante en lactation pour assurer que vous optimisez l'allaitement. Mais effectivement, vous avez le terrain déjà pour le deuxième bébé. Vous voyez du reflux et vous voyez une agitation. Donc, c'est définitivement quelque chose qui mérite un peu de suivi. La prochaine question qui nous a été posée, on a une participante qui a une fille aînée qui est allergique aux graines de sésame et aux arachides, qui a aussi un bébé de 3 mois. Elle a pris connaissance de l'étude concernant l'introduction des allergènes, donc on parle de l'étude LEAP avant 1 an. L'étude stipule qu'on aurait avantage à introduire des aliments allergènes tôt. Effectivement, oui, plutôt que d'attendre. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans le cas de la cadette? Donc, si j'ai bien compris la question, comment on fait si on vit avec 2 enfants ou 3 enfants? Rendu au 3e, les 2 autres sont allergiques. On a fait toutes les démarches pour s'assurer d'un environnement propre, d'éviter la contamination croisée, de ne pas avoir d'arachides dans la maison. C'est une excellente question et c'est une gestion qui n'est pas facile. Parce que d'un côté, on veut introduire de l'arachide, par exemple, au tout nouveau bébé, mais en même temps, on veut assurer la sécurité de l'autre. Alors là, c'est une question de gestion. Il n'y a vraiment pas de réponse. Peut-être que d'introduire ou de manger l'arachide à l'extérieur de la maison, ou de trouver une façon certaines personnes sont à l'aise d'avoir des produits allergènes dans une étagère spécifique, dans le frigo, etc. C'est de trouver et d'assurer de ne pas avoir de contamination croisée. Pas toujours facile, surtout chez les petits. On sait qu'un bébé, dès qu'il commence à manger, il va en avoir dans la bouche, sur les mains, sur les jouets. Donc, je comprends vraiment votre anxiété. Ce n'est pas facile du tout. Mais je pense que c'est faisable. Souvent, les parents qui vivent déjà avec une allergie alimentaire sont rendus experts en gestion de la contamination croisée. Je vous inviterai d'ailleurs, si vous êtes intéressé à discuter plus de ça, n'hésitez pas d'appeler notre ligne de soutien téléphonique et parler de vive voix avec une de nos nutritionnistes qui pourrait un peu pas faire le tour de la question avec vous. Donc, avant de passer, on va passer maintenant à la période de questions. Il nous reste environ une quinzaine de minutes, mais je vais rapidement remercier Mead Johnson parce que ce webinaire a été réalisé par la QAA. C'est notre matériel, mais grâce au soutien financier de l'entreprise Mead Johnson. Un petit remerciement et un petit mot pour les webinaires à venir pour ceux et celles qui pourraient s'intéresser. Le prochain webinaire gratuit sera le jeudi 13 août de cette année, en plein été. Nous allons regarder les trucs et les astuces pour une rentrée scolaire en toute sécurité. Alors, c'est un bon moment parce qu'on va se préparer à rentrer à l'école. Et par ça aussi, juste pour vous donner le calendrier de webinaires qui s'en viennent, le 11 juin, il y en a un qui sera dédié au corps médical par Dr. Rim Gagnon. En août, on aura trucs et astuces pour une rentrée en toute sécurité.
En septembre, encore une fois, pour le corps médical, Dr. Franqueur, allergologue. En octobre, un sujet très pertinent, c'est l'anxiété. Une psychologue qui s'appelle Sophie Bugnot, qui connaît très bien les allergies alimentaires, pourra vous en dire plus sur l'anxiété et les allergies alimentaires. Et finalement, en décembre, nous aurons une pharmacienne, Cynthia Kashma, qui va présenter les médicaments et les allergies alimentaires. Alors, juste pour vous, ce calendrier sera envoyé à tous nos participants aujourd'hui pour que vous puissiez vous inscrire en cliquant sur le lien. Mais je voulais donner un petit survol de qu'est-ce qui est à venir. Donc là, je vais me mettre en mode interactif pour discuter un peu avec vous. Vous pouvez soit clavarder ou lever la main et écrire le... Oh, il y en a déjà beaucoup. Alors, la première, c'est une bonne question. Est-ce que c'est possible de télécharger la présentation? Oui. Nous allons la mettre sur notre chaîne YouTube. Elle sera là pour vous. Ah, me voilà. Bonjour. J'espère que tout le monde a bien apprécié la présentation aujourd'hui. Pour ce qui est la présentation disponible en fichier, nous allons l'envoyer par courriel à nos participants. Elle sera envoyée par courriel à vous, à nos participants. Donc, alors, les mêmes statistiques pour les intolérances. Alors, ça, c'est une bonne question. Pour les intolérances, je pense que niveau statistique, je vais vous dire que c'est déjà assez difficile d'avoir des bonnes statistiques pour les allergies alimentaires qui sont quand même une condition physiologique qui peut être diagnostiquée. Pour les intolérances, il y a beaucoup de confusion. Je ne sais pas si les statistiques sont les mêmes. J'imaginerais que les gens qui se considèrent intolérants, il y en a probablement beaucoup et l'intolérance peut varier beaucoup. Donc, oui, il y a l'intolérance au lactose, mais il y a d'autres intolérances qui pourraient être peut-être un peu moins spécifiques. Donc, je ne sais pas qu'est-ce qui existe comme statistique pour les intolérances. Alors, je vais continuer. Je descends. Alors, quand vous me voyez regarder, c'est parce que je regarde, je lis en même temps que je parle. Alors, dans le cas d'un bébé exclusivement allaité qui faisait du reflux, de l'eczéma et des selles glaireuses dont les problèmes se sont réglés à 100% avec un régime d'éviction de plusieurs aliments chez la mère, comment fait-on l'introduction des aliments problématiques chez le bébé? Ah, bonne question. Donc, normalement, si je pense bien, si ça a bien fonctionné avec le régime d'éviction et que la maman allaite encore, quand le bébé va bien pour une période de temps, on va suggérer l'introduction, que ça passe d'abord par la maman. Alors, la maman va, par exemple, commencer avec une petite portion de bœuf. Si on va dire une diète sans protéines bovines qui inclut aucun bœuf, aucun lait, pas de yogourt, etc. Donc, on propose du bœuf pour commencer, une petite quantité très bien cuite. On ne va pas lui donner une assiette de tartare. Et on va observer les symptômes chez le bébé. Si tout va bien, on va faire ça pendant quelques jours, puis on va s'assurer que tout continue à bien aller. Et puis après, on passera à une petite quantité. Alors, pour vous dire, dans ma pratique, je suis à temps partiel à la QAA et à temps partiel à l'hôpital de Montréal pour enfants. Et ce qu'on fait dans la pratique clinique à l'hôpital de Montréal pour enfants, c'est qu'on commence avec une petite quantité de yogourt et on augmente petit à petit. Pour ce qui est l'introduction des aliments problématiques chez le bébé, je pense que c'est un peu la même chose. Vraiment, si ça se tolère via le lait maternel, on va commencer petite quantité, observer, et ainsi de suite. Et encore une fois, si vous avez besoin de plus de soutien là-dessus, parce que là, je réponds quand même, j'avoue, rapidement à vos questions, nous avons une équipe de nutritionnistes qui gère notre ligne de soutien, qui sont là, qui répondent dans les 24-48 heures suite à votre message. Et vous pouvez vraiment prendre le temps de passer par le cas avec elles, et puis elles pourront vous donner des grandes lignes. Et c'est gratuit. Et c'est gratuit. Alors, on vous invite à appeler. Et pour ceux et celles qui sont parmi nous aujourd'hui, qui sont nutritionnistes,
L'autre chose, c'est qu'on a des outils qu'on peut partager avec vous que vous trouveriez sûrement très, très pratiques pour votre quotidien. N'hésitez pas de m'envoyer un courriel. Alors, est-ce que encore une question sur le visionnement? Alors, on va passer plus à une question sur les allergies. Alors, l'introduction des aliments allergènes dans l'alimentation nouveau-né aux 3 jours ou plus. Oui, c'est à peu près, si j'ai bien compris la question, je pense qu'on va revenir à l'idée que la raison pourquoi on attend 3 jours, c'est pas parce que c'est un chiffre magique, mais ça permet aux parents de petit à petit introduire des nouvelles choses et de voir et d'observer parce que effectivement il pourrait avoir un délai de réaction. Donc si on attend 3 jours, ça nous donne vraiment un sens de OK, tout va bien. Pour les allergènes, pareil. Donc je vous dirais si vous avez un bébé vraiment difficile qui a beaucoup de problèmes, etc., allez-y lentement. Si vous avez une bonne source de fer, que le bébé tranquillement commence à prendre ses solides, il n'y a pas de on n'est pas vraiment pressé. Donc prenez ça doucement et prenez note. Écrivez ce que vous avez, ce que vous lui avez donné, comment ça se passe, etc. Il y a certains parents au tout début qui se sentiront plus à l'aise d'attendre 5 jours même. Donc petit à petit, on peut voir. Mais l'idée, c'est de vraiment, si vous avez un bébé qui réagit et puis vous lui avez fait une soupe avec 5 composants différents, il sera très difficile de savoir qu'est-ce qu'il y a qui ne va pas. Alors ça, c'est une très bonne question. La prochaine personne me dit qu'elle a 5 ou il a 5 intolérances alimentaires détectées via la naturopathe par test sanguin. Donc, on a des produits laitiers, du gluten, des œufs, du champignon et de la levure. Depuis la naissance, je mange régulièrement ces aliments car c'est plus simple pour mes aidants de cuisiner pour nous. Toutefois, depuis 2 ou 3 semaines, je constate que mon fils de 6 semaines gigote davantage en tétant. Il est petit, il commence à peut-être sa 2e poussée de croissance, alimentation au sein seulement. Il semble aussi faire des coliques, pleure beaucoup, inconsolable, agité. Il dort peu et régurgite régulièrement, mais pas en jet. Alors, comportement assez typique chez le nouveau-né. Est-ce qu'on s'inquiète ou pas? Vous avez tout à fait raison de poser la question. Peut-être la première chose à faire, c'est de regarder un peu. C'est sûr qu'à 6 semaines, il y a beaucoup de choses qui se passent au niveau gastro-intestinal de votre bébé. Il commence à faire, sa croissance commence à aller plus vite. Il y a beaucoup de possibilités de gaz, etc. Mais il dort peu, il régurgite régulièrement, il pleure beaucoup. Moi, je pense que ça mériterait quand même un suivi, juste pour au moins vous rassurer, de savoir qu'est-ce qui se passe et aussi encore une fois, de peut-être jouer un peu avec l'allaitement, de voir s'il y a des moments dans la journée où il est mal à l'aise, peut-être que c'est plus son cycle à lui, mais prenez note de tout ça et n'hésitez pas de voir si ça se reproduit à long terme et de voir si éventuellement il y aurait des choses à changer. C'est vraiment difficile. J'espère que je ne suis pas trop vague, mais ces petits bébés, ils sont tellement, si seulement ils pouvaient nous parler, parce que s'ils pouvaient nous parler, on aurait au moins la chance de comprendre un peu mieux, mais tout est nouveau pour eux aussi. Tous ces aliments qui rentrent dans leur ventre. Pendant 9 mois, ils étaient branchés au placenta. Il n'y avait rien qui passait dans le ventre, rien qui passait dans l'intestin, aucune selle, aucun gaz, où tout ça se passait d'une façon assez différente. Donc, le petit corps s'ajuste beaucoup. Il y a beaucoup d'ajustements pour ce bébé. Puis, c'est vraiment pas facile. Alors, autant que c'est pas facile pour nous, les parents, c'est vraiment pas facile pour les petits. Donc, c'est pas pour être vague, mais c'est pour dire que il y a beaucoup de questions à cette période de vie. Alors, prochaine question.
Bébé intolérant à la protéine de lait de vache et au soya, sous contrôle grâce au régime d'éviction, c'est bien. Si je note à l'introduction des aliments une réaction allergique aux œufs, par exemple, est-ce que je dois retirer l'aliment allergène de ma diète aussi? Ça, c'est une excellente question. Et comme je disais plus tôt dans la présentation, probablement pas. Si tout va bien jusqu'à date, mais lorsque la protéine entre directement dans la bouche de votre bébé, qu'il réagit, oui, il se peut qu'il ait une allergie alimentaire et qu'il réagit à la protéine dans l'œuf, mais pour une raison ou une autre, ça semble pas le déranger quand c'est dans votre lait. Donc pour le moment, je dirais que il n'y a rien à changer, seulement les choses où vous notez une amélioration. Alors, la prochaine question, et merci encore de toutes vos belles questions. Dans le cas d'une allergie aux protéines du lait chez l'enfant exclusivement allaité, dans quel cas serait-il recommandé une alimentation d'éviction des protéines bovines? Dans le cas d'une allergie sévère à la protéine de lait ou dans le cas seulement si l'enfant démontre des symptômes. Alors là aussi, c'est difficile. Souvent, ce qui peut arriver, si le bébé a des symptômes très sévères, donc par très sévère, on pourrait même aller à un point où le bébé a été hospitalisé. Je vais vous donner quelques exemples. Rapidement, je regarde mon papier devant moi. Excusez-moi de ne pas vous regarder directement dans les yeux. Mais il y a toute quand même une gamme de sévérité de symptômes. Et souvent, ce qui arrive quand les symptômes sont très sévères, donc des diarrhées sévères, des rectorragies sévères, des vomissements en jet, la croissance commence à stagner, il y a un retard staturopondéral, on va faire la totale. On va éliminer la protéine bovine, la protéine de lait et même la protéine de soya. Si les symptômes sont peut-être moins sévères ou pour une raison ou une autre, on va essayer le lait seulement et tout ce qui est lait et grande trace de lait. Si ça va bien, il est probablement pas nécessaire d'enlever la protéine de vache, le bœuf. Donc, tout dépend du cas. Et la dernière partie de votre question, vous demandez où, dans le cas seulement si l'enfant démontre des symptômes à la protéine bovine. Effectivement, c'est plus ou moins le cas. Si les symptômes sont là, on enlève. S'il n'y a pas de symptômes, probablement pas nécessaire d'enlever. Quelqu'un fait le commentaire, peut-être suite à la question précédente qui parle de tests de la naturopathe, de dire que ces tests ne sont pas reconnus. Donc effectivement, il faut vraiment, si vous allez faire un suivi pour l'allergie, de voir qu'il y a certains tests sur le marché qui sont plus ou moins reconnus. On va revenir à l'idée de l'allergie IgE médiée et l'allergie non IgE médiée. Important à savoir, si on est à la recherche d'un diagnostic pour une allergie IgE médiée, l'allergologue va vous faire un test cutané. Il y a des tests sanguins également. Et ces tests-là vont tester positif si l'anticorps est présent pour un aliment. Pour l'allergie non IgE médiée, c'est un peu plus délicat et ça demande vraiment l'historique. Donc, il n'y a pas vraiment de test laboratoire naturopathique ou autre. Allergologue conventionnel dans la médecine plus conventionnelle. C'est vraiment une longue discussion avec le docteur qui va dépister où est le problème. Donc, l'historique, encore une fois, comme j'ai mentionné auparavant, c'est vraiment de regarder qu'est-ce qui se passe, quand est-ce que ça s'est produit, qu'est-ce qui s'est produit, etc. Donc, un bon point. Alors, on arrive aux 2 dernières minutes du webinaire. J'ai encore une ou 2 questions que je vais regarder rapidement. Un bébé de 8 mois qui a beaucoup de reflux depuis la naissance. Alors ça, c'est pas le fun. Depuis l'introduction des aliments solides, le tout continue. Alors, s'il y a une réaction de vomissement en jet lors de l'introduction d'aliments, il est prouvé... la question, je pense qu'elle a été... toute la question n'est pas là. Attendez, je vais juste voir. Il me manque une partie de votre question, je suis désolée. Alors, je suis désolée, j'ai pas toute la question. Appelez-nous, on va vous répondre. Alors,
Merci beaucoup. Alors, un très gentil commentaire de Monsieur Daigle. Merci beaucoup de votre temps pour ce webinaire, c'est rassurant. C'est très rassurant de se sentir supporté. Alors, juste un dernier point pour ce qui est le sentiment de soutien. L'allergie alimentaire, c'est très, très stressant. Et souvent, les visites chez le médecin ne sont pas assez rapprochées. On n'a pas assez le temps avec la personne clé. On a, depuis le mois de janvier, ici à la QAA, un programme de parrainage que je gère d'ailleurs, où on peut vous jumeler à quelqu'un, une personne qui a des enfants qui ont vécu la réalité de l'allergie alimentaire, qui s'en sont sortis. C'est un projet qui permet vraiment un soutien moral. C'est pas d'un soutien médical. On n'offre pas de soutien nutritionnel par le programme de parrainage. Mais si jamais vous cherchez quelqu'un qui peut vous écouter, qui peut jaser avec vous, parler un peu de la situation, on est très content. N'hésitez pas de m'envoyer un courriel et je peux absolument vous jumeler à quelqu'un. Donc, merci beaucoup. Et un bonjour spécial à l'équipe de Miss Tini. Mysticini qui assiste à notre webinaire. Alors, bonjour, excusez-moi de ne pas avoir bien prononcé votre nom, mais un coucou spécial de la QAA. Alors, encore une fois, merci beaucoup à vous de vous joindre à nous aujourd'hui. Au plaisir de vous voir, de pas vous voir, mais de savoir que vous êtes là virtuellement au mois d'août. Et continuez à suivre sur le site web de la QAA, allergiequebec.org. Bonne journée.